on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pour la première de ma chaîne, je suis désolée, mais pour moi, c'était essentiel de commencer par l'affaire Fillon. Pour moi, ça a vraiment marqué, on va dire, une transition dans le monde politique sous la Ve République. J'ai vraiment envie que vous compreniez que si on veut analyser la politique contemporaine, c'est-à-dire à partir de la Macronie, il faut comprendre ce qui s'est passé du côté de l'UMP entre Nicolas Sarkozy, François Copé et François Fillon. Bien sûr, si je parle de l'affaire Fillon, je ne pourrais pas revenir en long et en large sur tout ce qui a été l'affaire du Big Malion, etc., etc. On va vraiment se focaliser sur le Penelope Gate et l'affaire des costumes et aussi la primaire de la droite. Ne vous en faites pas, il y aura encore des vidéos à la pelle où on reviendra vraiment dessus. Mais là, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de débuter par ce qui, pour moi, est le commencement de la nouvelle ère politique. François Fillon est né le 4 mars 1954 dans le Mans, en Sarthe. Il a grandi dans un environnement assez bourgeois, entouré de parents militants gaullistes. Il n'a pas forcément eu une scolarité très glorieuse. Il était très turbulent, il va se faire envoyer même quelques jours de son internat et il le dira par lui-même, il a vraiment commencé à travailler à partir de sa 3e année de droit. Il va rencontrer celle qui va devenir sa femme et qui sera au cœur de l'un des plus gros scandales politiques de la Ve République, Pénélope Clark, qui deviendra Pénélope Fillon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parents de François Fillon disposaient d'un certain réseau. Et en 1976, ils vont en faire profiter leur fils, François Fillon, par le biais de Joël Le Teul. Joël Le Teul était le député de la Sarthe et en 1975, il y a eu une nouvelle loi qui est passée qui autorisait les députés à engager des collaborateurs parlementaires. C'est-à-dire que les députés n'avaient plus à faire le travail par eux-mêmes. Les parents de François Fillon n'ont pas hésité une seule seconde. Ils ont proposé les services de leur fils au député de la Sarthe qui a bien sûr accepté. Ça a été une réelle ascension politique pour François Fillon. Dès 1977, Joël Le Teul va devenir ministre des Transports. François Fillon va donc devenir son chef adjoint au sein de son cabinet. Et en 1980, Joël Le Teul va devenir ministre de la Défense et François Fillon fera partie de son cabinet. Malheureusement, la même année, donc en 1980, Joël Le Teul va décéder d'un arrêt cardiaque. Et l'année suivante, François Fillon prendra donc sa place et ce sera son premier mandat politique de député. On va vraiment avancer dans le temps et on arrive en 2007. 2007, c'est l'ascension de Nicolas Sarkozy. Pour tout vous dire, à cette époque-là, normalement, la gauche devait l'emporter, mais malheureusement, Ségolène Royal n'a pas eu le soutien de son camp. Royal prend une foule immense, une marée humaine qui lui fait oublier l'air lancinant des sondages. Ce soir, la candidate socialiste se voit gagner. Peuple fier! Ce sera donc Nicolas Sarkozy qui succédera à Jacques Chirac et pour cela, il a eu une stratégie assez maligne, c'est-à-dire aller chercher cette gauche strauss-kahnienne qui aujourd'hui est la gauche de la République en marche et aussi les voix du Rassemblement national. Donc, avec tout ça, il a réussi à devancer d'à peu près, je crois que c'était du 46-53% entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Et dès 2007, Nicolas Sarkozy va faire appel à François Fillon pour que celui-ci devienne son Premier ministre. On peut dire que ce nouveau poste à Matignon marque le début de la fin du parti du général de Gaulle. En effet, on est vraiment sur une nomination pour François Fillon qu'il vivra extrêmement mal. Nicolas Sarkozy, par exemple, aurait aimé l'appeler le Mister Nobody. Personne ne s'occupait de lui, on l'appelait Mister Nobody, et pourtant... On a vraiment Nicolas Sarkozy qui veut être omniprésent et qui ne laisse aucune place à François Fillon. A contrario de Nicolas Sarkozy, François Fillon est un homme extrêmement discret, extrêmement réservé, qui va, on va dire, aller chercher cette droite un peu catho, conservatrice, vous voyez,
qui ne parle pas trop, qui est un peu réservée, une droite conservatrice de province, une droite conservatrice de province qui détonne avec Nicolas Sarkozy de région parisienne, ancien maire de Neuilly-sur-Seine, voilà, ami des Balkany. On a eu un mandat de 2007 à 2012 extrêmement bling-bling. Il était omniprésent au niveau international, national et ne laissait aucune place à François Fillon. Donc voilà, il y avait une sorte de mépris de la part du camp des sarkozystes pour François Fillon qui le vivra extrêmement mal. Donc, je ne l'apprends à personne, 2012, Nicolas Sarkozy est battu par François Hollande. C'était inévitable après le mandat que Nicolas Sarkozy avait fait, des promesses qui n'avaient pas forcément été tenues et une envie de renouvellement pour les Français. Nicolas Sarkozy le vivra vraiment extrêmement mal, cet échec, et se retirera de la vie politique. Mais on connaît tous Nicolas Sarkozy, il préparait en coulisses son grand retour. Et c'est là qu'on rentre dans le cœur et dans le vif du sujet. C'est-à-dire que dès 2012, il faut valider les comptes de campagne. La campagne qui normalement devait se centraliser pour le président sortant uniquement sur les grosses régions s'est transformée en campagne XXL, ce qui fait que le budget de campagne électorale a explosé. En gros, c'est là qu'on rentre dans l'affaire Big Malion. Big Malion, c'est une boîte de communication en événementiel qui était chargée de s'occuper de la campagne de Nicolas Sarkozy. Ce qui s'est passé, c'est que Nicolas Sarkozy a désigné Jérôme Lavrieux. Retenez bien ce nom parce que c'est extrêmement important et surtout, c'est le directeur de cabinet Jean-François Copé qui, à l'époque, était président du parti de l'UMP. Retenez bien tout ça. Donc Lavrieux va être le directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy pour les élections de 2012. Et ce qui va se passer, c'est que la campagne va devenir totalement ingérable. Et ce que Jérôme Lavrieux va faire, c'est demander à Big Malion de faire des fausses factures. Des sommes qui s'élèveraient à des 10 millions d'euros de fausses factures. Ce que bien sûr Big Malion va faire, on parle quand même du plus grand parti de France, l'UMP, avec le président sortant. Et par derrière, on se dit que ça va être validé par la Cour des comptes et par derrière encore le Conseil constitutionnel avec Jean-Louis Debré. Mais pas du tout. On a Nicolas Sarkozy qui perd et donc il faut faire valider les comptes de campagne par la Cour des comptes et le Conseil constitutionnel. Il faut savoir que bien sûr c'était la gauche qui était en place et gauche va signaler quelques irrégularités. On va envoyer ça au Conseil constitutionnel qui à l'époque était présidé par Jean-Louis Debré. Nicolas Sarkozy aurait, selon les dires de Jean-Louis Debré, appelé Jean-Louis Debré en lui disant que voilà, on peut avoir la jurisprudence, Chirac, Balladur, etc. pour justement faire valider ses comptes de campagne et pour éviter un gros scandale politique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Chirac et Nicolas Sarkozy se détestaient. Jean-Louis Debré était un chiraciste et donc, il va dire à Nicolas Sarkozy, no way. Sarkozy m'appelle lui-même en disant, tu es saisi, le Conseil est saisi, ayez conscience de la responsabilité que vous prenez. Ça serait très grave. Et donc, c'est là qu'on aura le début du scandale de Big Malion. Mais avant qu'on tombe sur le Big Malion, c'était déjà juste des irrégularités sur les comptes de campagne. Ce qui, bien sûr, est retombé sur Jean-François Copé, qui est président à cette époque-là de l'UMP. Et il faut savoir qu'il y avait déjà eu une guerre entre lui et François Fillon. D'accord? J'essaye de vous mettre tout ça, c'est super compliqué à expliquer, mais c'est vraiment des affaires dans des affaires et des affaires. Avant d'arriver à l'affaire Fillon et pour comprendre pourquoi est-ce que François Fillon est tombé. Jean-François Copé sera amené à démissionner du fait de l'affaire des fausses factures Big Malion. Copé pourra continuer de s'expliquer, mais il ne peut plus diriger l'UMP. Pris dans la tourmente de l'affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, il a annoncé sa démission. Ceci du fait de l'implication de son directeur de cabinet et donc par ricochet de lui-même.
sera poussé vers la sortie et ce qui va amener François Fillon à reprendre la présidence de l'UMP et donc normalement être le candidat légitime de la droite. Mais là, on va avoir les primaires qui vont rentrer en jeu. Avant les primaires, il faut vraiment qu'on revienne sur quelque chose. Il faut savoir qu'il y a eu une guerre entre Jean-François Copé et François Fillon pour avoir la présidence de l'UMP. On a dû refaire des élections qui ont donné Jean-François Copé gagnant, mais toujours, on va dire, avec cette fissure entre les deux et un parti divisé en deux, même divisé en trois en fait, une branche sarkozyste, une branche copéiste et une branche filloniste. Donc tout le monde était là, c'est pas lui qui a gagné, c'est le mien, c'est voilà. Mais donc là, François Fillon, c'est comme si on va dire, il y avait littéralement un chemin, un tunnel devant lui pour aller vers l'Élysée pour 2017, étant donné que Jean-François Copé était écarté. Pour lui, Nicolas Sarkozy était empêtré entre la Libye, Big Malion, les affaires Bettencourt. Il y avait des affaires de tous les côtés. Le problème à cette époque-là, c'est qu'il n'y avait pas de dauphin légitime. Quand Nicolas Sarkozy est arrivé en 2007, il avait cette aura. Il avait cette aura et cette présence de chef, d'accord? C'était Nicolas Sarkozy, c'était le chef, c'était le leader du parti. Moi, les gars, j'arrête pas de le dire et je le répète, je regrette d'avoir été trop jeune. Je pense 2007, je devais avoir quoi? Je devais avoir 10 ans. Je pouvais pas faire les meetings de l'UMP à l'époque. Je pouvais pas y aller, mais j'aurais rêvé de ça parce que c'était la folie, parce que Nicolas Sarkozy, on le sait tous, c'est un grand orateur qui déplaçait les foules. Et en fait, dès qu'il est parti, lorsqu'il a perdu contre François Hollande, il y a eu une forme d'amoindrissement où il n'y avait pas de chef incontesté en fait. Entre François Fillon, Jean-François Copé, comme je vous ai expliqué, les gens disaient non mais c'est le mien, ça tirait à gauche et à droite. Donc Nicolas Sarkozy, quand il veut revenir en 2017, il se dit pourquoi pas, étant donné que je suis partie, je leur ai laissé 5 ans, mais ça se dispute toujours, donc autant tenter ma chance. Mais comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai expliqué, François Fillon a très mal vécu ces 5 ans à Matignon et il a vraiment gardé une haine viscérale contre Nicolas Sarkozy. D'accord ? Il a vraiment gardé une haine viscérale contre Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé, il est écarté, mais là, son objectif, c'est d'abattre Nicolas Sarkozy. En 2017, on rentre dans les primaires de la droite. Ce n'est pas du tout dans l'ADN de la droite. Je pense que c'est ça qui a vraiment mené le parti à l'échec. On a Stefanini, qui va être le directeur de campagne électorale de François Fillon et qui normalement aurait dû être le Premier ministre pour moi en 2017, qui le dira. La plus grosse erreur de François Fillon, ça a été non pas de faire campagne sur ce qu'il va proposer aux Français, mais sur la destruction de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que ces hommes, moi je ne prends pas position, vous me connaissez, moi j'analyse tout, RN, LFI, Renaissance, PS, je m'en fiche, voilà. Je suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort, c'est vraiment une analyse générale où ce qui a mené à la perte du parti, c'est vraiment cette guerre d'ego en fait. Ça veut dire que là où ils auraient dû ramener un parti à la victoire, parce que 2017 c'était l'élection gagnée, ça veut dire que vraiment la personne qui allait se présenter aux élections présidentielles de 2017 à l'UMP allait gagner. Il faut vraiment comprendre ça. Et ça a été un désastre pas possible. Pourquoi? Parce que François Fillon va commencer à jouer contre son propre camp. Il y aurait supposément eu un rendez-vous avec le secrétaire général de François Hollande et où François Fillon aurait demandé d'enquêter un peu plus sur les affaires de Nicolas Sarkozy, sur les fausses factures, Big Malion, etc. Et ce qui a été très mal pris par Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux faire ça? Nicolas Sarkozy l'a comparé à Pierre Laval. Il l'a comparé à Pierre Laval parce que c'est se dire comment est-ce que tu peux jouer contre ton propre camp, aller donner des armes à l'ennemi. Et donc, à partir de là, ça a été la dégringolade et ça a été les coups bas à tout va.
À la primaire de la droite, il faut savoir que voilà, François Fillon a été élu, il a terrassé Juppé, il a terrassé Nicolas Sarkozy. Au lieu de regrouper les chefs et de dire, bon bah voilà, on peut essayer de mettre tous nos différends de côté pour le bien de l'UMP, pour le parti, etc. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'à son discours, campagne électorale, il va directement attaquer Nicolas Sarkozy avec cette phrase qui a signé la fin pour moi de François Fillon. Qui aurait cru le général de Gaulle mis en examen? Bien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Parce que oui, Nicolas Sarkozy, avec toutes ses affaires, c'était sûr, a été mis en examen. On rembobine. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit, Nicolas Sarkozy, c'était vraiment le côté, le quinquennat extrêmement bling-bling, je suis partout, c'était beaucoup de m'as-tu vu. François Fillon, c'était vraiment ce côté, vous voyez, très tradit, très catho, dans les valeurs familiales, les pâtes et les saucisses, voilà, on n'aime pas trop se montrer, on n'a pas besoin de marque, j'habite dans la Sarthe, on a un petit château, fin de l'histoire. Donc, il s'est vraiment vendu sur une forme d'éthique irréprochable, et dans la mesure, en fait, quand on voit François Fillon, c'est vraiment ça qui a plu à un électorat, à son électorat de droite, c'est cette mesure. C'est cette mesure comparée à la démesure de Nicolas Sarkozy. Donc, à partir de là, tous les coups étaient permis. À partir de là, vraiment, François Fillon avait signé la fin. 25 janvier 2017, le canard enchaîné se mêle des élections présidentielle à venir. C'est le début du Penelope Gate. On apprend quoi un mercredi? Que François Fillon aurait mis son épouse en tant que collaboratrice parlementaire, alors que Pénélope Fillon avait affirmé ne jamais avoir travaillé pour François Fillon. C'est la débandade au sein du parti, personne ne peut y croire, tout en sachant que juste avant, il venait de dire à Nicolas Sarkozy, mais qui aurait imaginé le général de Gaulle être mis en examen, soi-disant, Nicolas Sarkozy avait lui-même été mis en examen, et François Fillon s'était élevé au niveau du général de Gaulle, dans l'éthique, dans la droiture, donc c'est un vrai séisme, c'est un vrai séisme. Pour ceux qui étaient trop petits, pour ceux qui s'en souviennent pas, il faut que vous vous imaginiez, c'était, François Fillon y était, François Fillon y était, il avait, Jean-François Copé, c'est fini, Nicolas Sarkozy, il avait terrassé, et là, tout d'un coup, t'es à quelques mois d'y arriver, et on te sort cette boule puante. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Tout le monde était à terre. Et à côté, on a Emmanuel Macron, je reviendrai dans une autre vidéo sur son ascension, qui se préparait. C'est là où la campagne de la République en marche a réellement commencé. C'est avec cette affaire du Penelope Gate. Et François Fillon qui continuait à nier, en fait. Il était dans un réel déni en disant non, voilà. Et on a entendu encore des histoires avec ses enfants aussi qui étaient mêlés à tout ça. Et en fait, il se dirait que tout le monde en politique connaissait le talon d'Achille de François Fillon pour l'argent. Et donc, c'est là que rentre Robert Bourgi dans l'équation. Bien sûr, je ferai une analyse sur Robert Bourgi, donc abonnez-vous, likez, repartagez cette vidéo. C'est vraiment le monsieur France-Afrique de la 5e République. Donc, Robert Bourgi va rentrer en action avec l'histoire des costumes.
Pour moi, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, ce qui a mis à terre François Fillon, c'est l'histoire, c'est le Penelope Gate et tout, etc. Il va faire le 5 mars 2017 le grand rassemblement populaire sur la place du Trocadéro pour dire que non, il était encore debout, là où tous ses détracteurs le voulaient terrasser à terre. C'était vraiment une manière de montrer, nous sommes là, nous sommes encore présents. Bien que Stéphanie lui disait, il ne faut pas que tu y ailles, il faut que tu cèdes la place, Fillon, il faut que tu cèdes la place, François. Mais François Fillon ne voulait rien entendre. Il s'est dit qu'il hésitait, d'accord, après les sorties du Canard enchaîné, surtout qu'il avait promis que s'il y avait une mise en examen, il se retirait. Il a été mis en examen, il a dit bah non, je reste. Donc déjà, ça a un peu plus froissé, ça a un peu plus froissé son électorat. Tu nous dis que tu es quelqu'un voilà, d'intègre, l'éthique et tout, tu nous dis quelque chose, puis tu nous dis le contraire. François Fillon est resté. Et ce rassemblement sur la place du Trocadéro, ça l'a vraiment renforcé dans tout ça. Sans compter Robert Bourgi, qui est un grand proche de Nicolas Sarkozy. Je vais faire l'analyse après sur Robert Bourgi et sur cette affaire parce qu'il roule vraiment pour lui-même. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste après François Fillon ait gagné les primaires, il est parti déjeuner ou prendre un verre avec Robert Bourgi. Il avait dit quelque chose comme « si tu gagnes, je t'offre des costumes » ou voilà. Et c'est ce qui a été fait. Il lui a offert pour 13 000 ou 14 000 euros de costumes. Alors Robert Bourgi, vous décidez donc de piéger en quelque sorte François Fillon, si je comprends bien, avec l'histoire des costumes. Absolument. Absolument. Il se dirait voilà, que Robert Bourgi l'a fait lui-même. Il a fait lui-même de son plein gré, a sorti l'affaire des costumes de François Fillon. Nicolas Sarkozy a adoubé, donc ils se sont rencontrés. Il a dit, bon, si tu veux la sortir, vas-y, c'est pas moi qui veux te retenir. Je vais pas te retenir, je vais pas retenir ta chaise en disant non, n'y va pas. Bien sûr que non. Pour moi, c'est vraiment cette histoire qui a mis à terre François Fillon. Donc, on dit le Penelope Gate parce que je pense que, voilà, c'est la femme de François Fillon. Ça fait vendre un peu plus de paplard. C'est le Canard enchaîné. Vous voyez, c'est très... voilà, c'est très hollywoodien, on va dire. C'est très américain. C'est un peu affaire Lewinsky, vous voyez, avec Clinton, etc. Même si c'était une affaire d'adultère, mais vous avez compris, vous voyez. Donc, ça envoie plus. Ça fait plus vendre du paplard que de dire l'affaire des costumes. Mais vraiment, il y avait cette... Parce que comme je vous ai dit, il faut comprendre qu'il y avait cette droite qui n'en pouvait plus du quinquennat de Nicolas Sarkozy et de ce quinquennat extrêmement bling-bling. Et en François Fillon, il trouvait un peu cette simplicité, cette neutralité, cette austérité aussi qu'il voulait de la part d'un président et qui leur rappelait le général de Gaulle. Et tout d'un coup, tu nous dis que ta femme, tu faisais soi-disant travailler ta femme alors que pas du tout pour toucher 3 000 ou je sais pas combien. Et de l'autre côté, tu te fais payer des costumes à 14 000 balles. Bah voilà, voilà. Donc, 2017... François Fillon arrive en 3e position, dit qu'il ne s'est pas retiré, il était à 1 point près. Et donc, le second tour amènera Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et c'est l'avènement de la Macronie. Aujourd'hui, cela fait déjà 7 ans qu'Emmanuel Macron est le président de la République. Bien sûr, cette histoire, au final, elle a profité à qui? Elle a profité à personne. Quand on regarde le parti des Républicains aujourd'hui, puisqu'après UMP, ils sont appelés les Républicains, il y a eu une espèce de refonte, une volonté de refonte qui n'a bien sûr pas fonctionné parce qu'ils avaient perdu leur ADN, ils n'avaient plus du tout de leader, pas de colonne vertébrale. Donc, ils ont dû vendre même le grand siège qui était dans le 15e à Vaugirard pour prendre quelque chose de plus grand. Beaucoup de personnes sont parties aussi en Macronie. Il y en a d'autres qui sont même partis au Rassemblement National. Je pense à Éric Ciotti. Et la dernière fois, le parti des LR n'avait même pas fait les dernières élections présidentielles de 2022, n'avait même pas recueilli les 5%. Je tiens à le rappeler. Et la défaite de François Fillon, c'était la première fois que le parti du général de Gaulle, n'allait pas au second tour. Donc ça a été un raz-de-marée et aujourd'hui, ils n'ont toujours pas réussi à se relever. Maintenant, ce que je vous dis, pourquoi est-ce que je pense que Robert Bourgi... me dis pas que depuis tout à l'heure, je dis Bourgi. Non, je crois que je dis Bourgi. Bref.
moi, je pense que Robert Bourgi, il roule un peu pour lui-même. Parce que dans ce livre, je ne l'ai pas encore commencé, je l'ai acheté aujourd'hui, mais c'est super parce que je fais la vidéo, donc voilà. Mais de ce que j'ai pu comprendre, il parle des accointances de Nicolas Sarkozy, entre Nicolas Sarkozy et la France-Afrique, et surtout de l'ingérence de Nicolas Sarkozy dans les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Pour moi, si vraiment c'était une volonté d'amitié, que c'était un soldat loyal à Nicolas Sarkozy, il ne sortirait pas ça comme ça, parce que c'est encore rajouter une histoire de plus à Nicolas Sarkozy. Il y a la Libye, il y a Pygmalion, il y a Bettencourt, il y a je sais pas quoi, là on rajoute Gbagbo, vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi l'histoire des costumes, de Fillon, il y a le Penelope Gate, parce que beaucoup de personnes disent que bien sûr ça vient du camp de Nicolas Sarkozy. Après voilà, François Fillon est parti taper dans l'ego d'un homme, et c'est pas n'importe quel homme, c'est Nicolas Sarkozy quand même, on le connaît, Après, chacun fait ses choix, mais ce que je déplore vraiment dans cette histoire, c'est que avant même de faire passer l'intérêt du parti, c'est deux hommes qui ont fait passer leur ego avant tout. J'ai peur qu'en 2027, ce soit ce qui se passe avec le centre, en partant de Renaissance à Horizon, si vous voulez. Parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de monde, et quand il y a trop de monde, et ben voilà, ça se bat, et ça donne des affaires Fillon, et ça donne des mises en examen, et ça donne des comptes qui sont pas certifiés. Donc, au bout d'un moment, avant de penser à son ego personnel, ses ambitions personnelles, il faut penser au parti, il faut penser aux gens aussi qui travaillent. Parce qu'il y a aussi des personnes qui travaillent dans ces partis-là qu'on ne voit pas, les personnes de l'ombre, et penser aux adhérents aussi. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. C'est ma première, donc j'attends vraiment vos commentaires, s'il vous plaît. Soyez indulgents. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y en a plein d'autres qui arrivent. Donc, abonnez-vous, repartagez la vidéo, likez. Et on se retrouve très vite. Bye!